La Compagnie des Glaces, tome 2, chapitre 16. En abattant les murs qui séparaient 3 fenêtres de l'ancien gratte-ciel, on avait réalisé une immense porche qui fermait une épaisse double porte en bois. Il s'approcha tandis que ses chiens se couchaient dans la glace. Un guichet s'ouvrit. « Que demandez-vous, voyageurs » s'enquit une voix rude. « L'hospitalité, simplement. » Le guichet se referma, et il dut patienter une dizaine de minutes avant de pénétrer avec son attelage dans un hall immense. Il était éclairé par des vitraux très colorés représentant des scènes allégoriques d'autrefois. Ce sommet de gratte-ciel avait abrité dans le temps les bureaux d'une importante centrale syndicale et le travail sous toutes ses formes industrielles, agricoles, intellectuelles était honoré en dessins peu talentueux. Il défit sa cagoule, mais ne trouva pas la température très clémente, à peine plus de 0. Le frère portier lui expliqua que l'ascétisme des moines exigeait des conditions de vie rigoureuses. Nous chauffons juste ce qu'il faut pour pouvoir vivre sans combinaison spéciale. Il fait 2 degrés au-dessus de 0, ce qui est très convenable. Laissez vos chiens ici, je vais vous conduire à frère Jean, notre supérieur. L'escalier était recouvert d'un tapis très moelleux, rouge et or, et le supérieur occupait un immense bureau, dont les baies anciennes avaient dû être réduites pour éviter les déperditions de chaleur. « Dieu soit avec vous, dit le moine à la tête rasée et aux yeux très enfoncés dans les orbites d'un visage maigre. Mon nom est Yenrag, je suis glaciologue, et j'effectue une mission de reconnaissance dans ce désert. Soyez le bienvenu. Vous pourrez ici admirer les différentes couches glaciaires en descendant jusqu'au rez-de-chaussée ancien de cette construction. Nous n'occupons que 97e étage et le 98e. Nous avons déblayé tous les autres jusqu'à l'ancienne surface. Toutes les baies avaient évidemment cédé, et ce n'était qu'un bloc de glace de 280 mètres de haut. Ce travail de titan avait pour but de nous procurer le minimum d'argent en revendant les antiquités que nous découvrions dans les étages inférieurs. Nous avons même atteint l'ancienne chaufferie qui a pu être remise en état, et c'est elle que nous utilisons pour rendre la température supportable. Mais comment vous procurez-vous le carburant, s'étonna Lien. Il n'y a pas de rail qui vous relie au réseau. Nous utilisons des traîneaux citernes tirés par des chiens, et nous allons à la station la plus proche les remplir. On va vous conduire à votre cellule. Vous y serez servi pour vos repas. En ce moment, nous observons un jeûne, car nous approchons de Pâques. Mais vous pouvez circuler librement comme vous l'entendez. Pour descendre dans les profondeurs, il n'y a que l'escalier. Pour économiser l'énergie, nous n'utilisons les monte-charges que très rarement. Sa cellule était un ancien bureau, très petit, doté cependant d'une sorte de salle de bain. L'eau n'était ni très froide ni très chaude, mais il apprécia la douche qu'il prit. Lorsqu'il revint dans la cellule, il trouva un plateau avec une sorte de bouillie fumante dans une écuelle, un pot de lait, du pain presque noir et de la confiture synthétique. Il mangea et se coucha, dormit enfin comme s'il le souhaitait depuis de longs jours. Au réveil, un jeune moine très souriant lui apporta du thé, du pain noir et du miel synthétique. Il bredouilla quelques mots, puis s'enfuit presque. Il avait achevé son déjeuner lorsqu'on frappa à sa porte. Surpris, il reconnut frère Pierre, dans sa robe de bure. « Est-ce le hasard, fit-il soudain soupçonneux, qui veut que nous nous rencontrions ici ? La dernière fois, c'était à River Station, dans le zoo. Comme je m'occupe de l'évangélisation des hommes roux, c'est normal que je sois dans cette région où errent les tribus nomades. Mais en fait, le supérieur m'a fait prévenir. Je n'étais pas très éloigné d'ici et j'ai pu arriver cette nuit. » « En traîneau à chien » demanda Lien éberlué. « En traîneau, bien sûr, puisqu'il n'existe pas de liaison ferrée avec le réseau. De toute façon, la vie de ces moines doit se dérouler dans la prière, la contemplation et la méditation. Une voie pourrait leur amener des éléments de distraction. Que venez-vous donc chercher si loin, avec un équipement qui n'est pas celui d'un glaciologue ? Vous n'avez pas abusé le supérieur, vous savez. Votre mission est-elle en relation avec les recherches sur les hommes roux ?» Lien savait qu'il ne pouvait pas bluffer. Il découvrait l'ambiguïté de sa position. Ce monastère pouvait se refermer sur lui. On disait que les néo-catholiques défendaient leur foi avec fanatisme à l'occasion, et on parlait d'inquisition dans certains cas. Il n'était pas immédiatement menacé, mais préférait composer avec ces religieux-là. Je cherche les traces d'un établissement que Hun Fung a créé il y a un peu plus de 100 ans, disons environ 120 ans peut-être, 130. Frère Pierre s'assit de l'autre côté de la petite table, croisa les doigts. Quel genre d'établissement ? La question demandait une réponse claire. Or, Lien ne voulait pas parler de laboratoire ou de centre d'expérimentation génétique. Je pense que Hun Fung possédait une sorte d'hôpital dans lequel il pouvait suivre l'évolution de ses sujets d'expérimentation. Des cobayes, en quelque sorte. Des humains, pas forcément. Il y avait des rennes, des rats, des chiens, d'autres animaux.
si bien qu'on rencontre dans cette région des rennes et des chiens qui supportent de très basses températures. Cela existait avant le début de l'ère glaciaire, répliqua sèchement frère Pierre. Il n'aurait pas perdu son temps avec des animaux déjà adaptés. Il a pu abaisser encore leur taux de résistance au froid. Si les chiens étaient à l'aise par -20, ils se terraient dans la neige lorsque le thermomètre descendait encore. Il y a des livres et des romans du temps passé qui le racontent. Laissons les animaux. Parlons des hommes roux. Dans ce livre que vous diffusez clandestinement, La voix oblique d'Unfung, vous ne parlez que des hommes, pas des animaux. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais ce savant. Je pense qu'il est en partie apocryphe. Frère Pierre sortit de sous sa robe des cigares rouges, des bouts euphorisants. Lorsqu'on en fumait plusieurs, on était aussi halluciné qu'après une bouteille de vodka, mais avec moins de lourdeur. Non merci Dilienne, je n'en fume que rarement. Savez-vous qu'il existe des hommes roux sur toute la surface de la planète? Dans les 5 concessions, on en a retrouvé aux antipodes. En 100 ans, ils ont eu tout le temps de se répandre dans toutes les directions, dit Lien. Oui, mais je crois qu'ils n'ont qu'une origine. Les hommes roux se tournent vers le nord, exactement vers cette région déserte, pour faire leurs prières. Ils honorent leur lieu d'origine, comme, dans le temps, les musulmans se tournaient vers la Mecque, par exemple. Les musulmans existaient toujours dans certaines concessions. Lien l'avait lu quelque part. Il y avait aussi des marxistes qui adoraient un certain dieu Lénista. Voulez-vous voir les différentes couches de glace qui se sont accumulées depuis le début de cette nouvelle ère? Lien suivit frère Pierre et ils descendirent le grand escalier. De temps en temps, ils pénétraient dans un ancien bureau, un ancien appartement. Les moines avaient tout enlevé, tous les vestiges de l'ancienne civilisation pour les revendre à des antiquaires. Ils avaient dû faire une fortune. Lien jeta un coup d'œil à la glace qui ne cessait de forcer l'encadrement des fenêtres et qu'il fallait sans cesse tailler. Ces ouvertures servent en quelque sorte de soupape, sinon les murs seraient défoncés. Lien découvrit que les moines qui voulaient faire pénitence ou s'isoler habitaient dans les plus bas étages et y vivaient dans des conditions très pénibles. La température y était encore plus rigoureuse et ils devaient aller chercher leur nourriture dans les étages supérieurs. Il y a des tribus de roux qui remontent depuis le sud pour venir en pèlerinage dans cette région, vous savez. Lien secoua la tête. Ils marchent pendant des jours, des semaines. Certes, ils sont aguerris, mais certains mettent jusqu'à une année entière pour arriver ici, et puis ils repartent. Nous n'avons pas d'autres précisions sur l'endroit exact où ils vont. Brusquement très inquiet, Lien se demanda s'il était au courant de ce document unique que le gouverneur Sadon lui avait fait parvenir, et qui indiquait l'emplacement des anciens laboratoires d'Unfung. Il court tellement de légendes sur le pays des garous. Peut-être justifié, dit Lien. Il raconta aux religieux l'incident de cette dépouille de loup à la tête humaine. Ce territoire est un sanctuaire, dit frère Pierre, et tant qu'il conservera son mystère, rien ne sera possible. Que vouliez-vous dire demanda Lien. Je trouve absurde que la compagnie n'ait rien vraiment tenté. Après 3 ou 4 petits échecs, elle a renoncé complètement. Si ce territoire produit des fantasmes et des légendes, c'est sa faute. Lien le trouva sévère. Qu'importait à la compagnie quelques arpents de neige abandonnés aux hommes roux et à quelques animaux mutants? Nous voici au rez-de-chaussée, dit le missionnaire. Voyez comme ce hall était immense, prétentieux. Il y avait là des hôtesses aux formes suggestives, des sièges moelleux, des plantes vertes. Le marbre est resté, mais il est fissuré et la moquette a pourri. Ainsi passe toute gloire. L'homme ne mettait plus aucun frein à son orgueil et à sa présomption. Dieu lui a envoyé un terrible châtiment. Ils descendirent dans le sous-sol. Lien découvrit la chaufferie, une énorme machinerie qui produisait de la chaleur, mais aussi du courant électrique. Il découvrit que la réserve de combustible était énorme. Comment avait-elle pu être amenée jusque-là par des simples traîneaux citernes tirés par des chiens? Ils remontèrent lentement, mais il remarqua que le missionnaire était en excellente forme. C'était un coureur des glaces qui avait l'habitude des efforts soutenus. « Que me voulez-vous exactement » demanda Lien entre le 50e étage et le suivant. « On vous a prévenu que j'étais ici et vous êtes accouru. Comment avez-vous fait si vite ?» Encore un mystère de plus. « Je suis certain que vous avez un but et j'aimerais vous accompagner, dit le religieux. Tiens, pour une fois, vous paraissez tout à fait franc. » Le missionnaire eut un mouvement d'humeur. « Me considérez-vous comme un menteur habituellement ?» Sur le site de Bia, là où 2 trains appartenant à la ville de F-Station ont été précipités dans d'énormes crevasses par ordre de la compagnie, vous avez essayé de me faire croire que c'était un accident remontant très loin dans le passé, alors qu'il s'agissait de tout un quartier de F-Station exterminé pour qu'on ne retrouve pas trace de Unfung et de ses œuvres. Notre église doit composer avec le pouvoir de la compagnie. Vous reconnaissez donc aujourd'hui que je disais la vérité? Oui, en tête-à-tête seulement, mais ça n'a plus d'importance. Des milliers de morts n'ont pas d'importance. La marche de l'humanité vers la lumière ne peut s'interrompre chaque fois qu'une erreur est commise. Ils remontèrent une dizaine d'étages dans un silence hostile. « Je peux vous accompagner, dit alors le missionnaire.
Nous aurons de gros moyens. Nous pourrons partir avec plusieurs compagnons, des moines habitués au froid, aux courses les plus longues sur la glace. Seul, vous n'avez pas tellement de chance. Il y a des dangers, c'est vrai, des animaux fabuleux. Ce que vous recherchez, c'est le centre de recherche d'Unfung, le seul, pas simplement un hôpital comme vous me le disiez, mais le seul endroit où pendant des années, plus de 20, il a cherché, puis a quitté le centre pour des raisons diverses. Parce qu'on l'a arrêté, bien entendu, que croyez-vous? La compagnie voulait se débarrasser de lui. Il venait de créer un homme insensible au froid et qui échappait au système de la compagnie qui, lui, est basé sur la chaleur. Pour garder son pouvoir, elle devait se débarrasser d'Unfun et désigner les hommes roux comme des sous-hommes, des animaux sans intelligence, tout juste bons à nettoyer les dômes des villes. Une trouvaille de leur avoir confié ce travail. Ainsi, tout le monde a pu les voir au-dessus de sa tête nue, velue et obscène, les prendre en violent dégoût. Ils s'accouplaient sans se cacher et c'était vraiment la preuve qu'ils étaient des bêtes sans intérêt. Durant 100 ans, la compagnie a entretenu l'équivoque, masquant la réalité. Lien dut s'arrêter de grimper les escaliers, car son excitation indignait les soufflets. Plusieurs marches au-dessus, frère Pierre le regardait d'un air réfléchi. D'apparence, il était assez quelconque, bon enfant, et n'avait pas la tête de fanatique du supérieur du monastère, par exemple. Mais Lien commençait à découvrir sa véritable nature, sa force morale, sa détermination. Alors je peux partir avec vous? Non, dit Lien, je préfère partir seul. Si j'échoue, et si je peux revenir ici, alors seulement j'accepterai votre collaboration. Mais je veux d'abord tenter seul cette aventure. Orgueilleux, laissa tomber le religieux en reprenant son escalade. Lien alla voir ses chiens qui avaient été mis à part dans un local et semblaient bien nourris. Il demanda à celui qui l'accompagnait s'il pouvait voir les chiens du monastère, mais l'autre lui répondit que ce n'était guère possible. Notre système d'éducation et d'entraînement est si particulier que pour l'instant nous désirons observer la plus grande discrétion. Trouvant cette réponse plutôt bizarre, Lien essaya d'en savoir plus, mais se heurta à de vagues réponses. Par contre, on lui promit tout ce qu'il voudrait pour son voyage, un supplément de nourriture pour les chiens et pour lui-même, des rations qui tiendraient moins de place. En échange, il donna la nourriture qu'il avait achetée à Vico le Lapon. Il commença à charger son traîneau en équilibrant les poids et les masses. Le soir, il fut invité à la table du supérieur. Le carême étant interrompu en son honneur, le frère Pierre était également de la petite soirée. Il mangea et but moyennement en écoutant de très vieilles musiques enregistrées sur disque, la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Mais il alla se coucher assez tôt, comme tous les autres convives.